Et nous allons entamer la troisième et dernière table ronde de cette journée avec les territoires, redonnant du sens au progrès social. Je vous avais promis ce matin lors d'un échange que les territoires pourraient s'exprimer, que vos questions leur seront transmises. Pour ouvrir cette troisième table ronde, un regard croisé entre deux vice-présidents de région et la directrice générale d'Engie. Si elle n'est pas tout à fait arrivée, elle est là, elle est arrivée. Alors, Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie, Franck Leroy, premier vice-président de la région Grand Est, en charge de l'environnement, de la transition écologique et du SRADET, également président d'Épernay Agglomération Champagne, maire d'Épernay et avocat le reste du temps. Guillaume Rioux, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, en charge de la transition écologique et énergétique, en charge également de Néoterra. Et Guillaume Rioux est agriculteur bio à Marigny, près de Niort, dans les Deux-Sèvres. C'est l'ancien président de la Fédération nationale de l'agriculture bio. Il est également conseiller municipal à Marigny. Il représente le président de la région, Alain Rousset, tout comme Franck Leroy représente le président de la région, Jean Rotner, de la région Grand Est. Catherine MacGregor, puisque vous nous avez rejoint, je vous propose de commencer par un sujet qu'on a déjà abordé aujourd'hui. Le contexte est tendu sur les prix de l'énergie et comme je l'ai dit ce matin, certains ne se privent pas d'accuser les énergies renouvelables, voire plus précisément sur le terrain. Ça a été repris quand je l'ai dit ce matin, mais c'est ce que disent les développeurs de projets. L'éolien, le solaire et d'autres filières de chaleur renouvelable sont accusés de ces tensions sur le prix des énergies. Alors comment est-ce qu'on peut calmer ces rumeurs et quel est le message de l'énergéticien sur la montée en puissance des énergies renouvelables? Est-ce qu'on doit répondre quand elles sont accusées de la sorte? Bonjour à tous, très heureuse de participer à ce regard croisé au cours d'une semaine que je trouve assez positive finalement pour les énergies renouvelables en France. Donc très heureuse de parler dans ce contexte. Simplement pour dire peut-être d'abord un petit mot sur le prix des énergies, en particulier le prix du gaz, qui est vraiment un sujet évidemment très compliqué que nous suivons de près parce qu'il affecte tout simplement les consommateurs. Donc pour dire que Engie, en tant que fournisseur de gaz, particulièrement aux tarifs réglementés, à nos clients, on avait déjà pris une série de mesures. On a évidemment été encouragé par exemple, le chèque énergie que le gouvernement avait décidé d'augmenter, donc des mesures qui nous semblaient très importantes. Et puis maintenant, avec le bouclier tarifaire également, nous travaillons avec le gouvernement pour s'assurer que les modalités de cette mesure sont bien définies et en même temps, évidemment, continuer de protéger le consommateur, qui est un enjeu majeur. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je pense que le débat autour du coût de l'énergie aujourd'hui, forcément, remet au centre de la question le coût de la transition énergétique. Il faut jamais oublier que le coût de ne pas faire la transition énergétique, et je crois que le GIEC l'a dit, l'a répété, je pense qu'il faut quand même se dire que ce coût-là, il sera largement supérieur. Béatrice Jordi l'a rappelé ce matin, effectivement. Voilà, donc en fait, nous n'avons pas le choix. Maintenant, l'enjeu, le défi, notre responsabilité à tous, c'est de faire que cette transition énergétique, elle soit abordable, fiable et évidemment bas carbone. C'est vraiment ça tout le défi. Les énergies renouvelables, elles ont un rôle absolument majeur à jouer. Il faut qu'on les développe massivement et je pense qu'on va parler de quelques-uns des enjeux. Je crois que le panel auparavant a parlé du rôle du gaz. Moi, je parle beaucoup de ce vecteur gaz, presque des propriétés physiques du gaz qui sont tellement importantes pour apporter de la résilience justement à ce système énergétique qui effectivement va être quand même chahuté par l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans ce système, forcément, puisqu'il y a une intermittence. Donc il faut qu'on arrive avec des solutions de stockage. Et aujourd'hui, le vecteur gaz permet de stocker l'énergie très facilement. Par contre, il faut le décarboner. C'est pour ça qu'effectivement, le biométhane est une solution qui me paraît très importante. Et puis peut-être l'hydrogène bientôt, et puis les dérivés de l'hydrogène. Donc finalement, peut-être pour pas être trop longue, votre question, moi je pourrais parler pendant 30 minutes, mais le message clé, c'est de dire qu'il faut être extrêmement attentif au coût de la transition énergétique et qu'une partie de la réponse, c'est un mix énergétique diversifié dans lequel les énergies renouvelables ont un rôle absolument crucial à jouer.
venez d'utiliser le mot intermittence, certains préfèrent variabilité. L'intermittence est fatale, la variabilité se modélise dans le système. Oui, c'est une manière peut-être plus constructive de parler de cette intermittence. Alors, quelle approche avez-vous chez Engie pour impliquer les territoires dans la démarche de transition et faciliter l'appropriation des projets ? J'ai eu cette discussion lundi à Marcoussis, puisque nous avons inauguré la plus grande ferme solaire d'Île-de-France. Et l'un de mes collègues d'Engie Green me disait, mais en fait, quand on n'a pas le soutien local, nous, on ne lance pas le projet. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, on ne peut pas lancer un projet si on n'a pas le soutien local, et particulièrement le soutien des élus. Moi, j'ai eu, depuis que j'ai pris mes fonctions chez Engie, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'élus à tous les niveaux, des maires, des présidents de départements, des maires de villes, de grandes villes, des petites villes, des maires de communes, des présidents de régions. Et en fait, j'ai été absolument frappée de la manière dont ils s'approprient les enjeux énergétiques. Une passion, un engagement et finalement une volonté de développer, j'allais presque dire, une certaine indépendance énergétique. Cette question de l'indépendance énergétique, je trouve qu'elle est assez centrale. Et les énergies renouvelables, c'est une réponse à ça. Donc moi, je suis extrêmement optimiste, positive de voir cette appropriation dans nos territoires. Les élus ont un rôle incroyable à jouer, très très important, très moteur. Ils n'ont pas toujours la tâche facile. Moi, j'ai eu des maires qui m'ont dit on n'en peut plus parce que le fameux mouvement anti-éolien, les anti... donc, ils ont la tâche qui n'est pas facile, mais en travaillant avec eux, on va y arriver. Voilà, je suis très très encouragée par ça. Alors j'ai d'autres questions pour vous, mais on va tout de suite leur poser la question. Ça tombe bien, vous avez deux maires à côté de vous, enfin un maire et un membre d'un conseil municipal, et tout à l'heure vous serez rejoints par d'autres maires qui travaillent sur des projets énergies renouvelables. On va commencer avec Franck Leroy, donc premier vice-président de la région Grand Est. Changement de paradigme, et maire d'Épernay, j'oubliais. Changement de paradigme sur le monde de l'énergie, les technologies guident le dynamisme. Comment est-ce que vous, élus, vous en emparez de tout ça ? Allez-y, ça va pas. Pour beaucoup d'élus locaux, le problème de l'énergie est un problème nouveau. Pourquoi ? Parce que dans une région comme le Grand Est, on n'a jamais eu de problème énergétique. Une région qui a du nucléaire, qui a une énergie stable, et cette question est apparue assez brutalement, notamment à la faveur de l'émergence de mâts d'éoliennes qui ont commencé à fleurir dans notre territoire. Et beaucoup sont confrontés à ce sujet. D'abord, c'est un sujet qu'ils n'ont pas véritablement travaillé dans leur culture d'anciens d'élus. On fait du développement économique, on fait de l'urbanisme. L'énergie, ce n'était pas notre sujet. L'énergie a toujours été un univers assez centralisé en France, et la responsabilité des collectivités locales, à la différence des collectivités allemandes, n'était pas du tout une responsabilité des collectivités locales. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet. Le deuxième, c'est qu'effectivement, les Antilles se sont manifestés très vite et continuent de se manifester avec des arguments d'une mauvaise foi parfois invraisemblables, mais que ce soit sur la méthanisation, que ce soit sur les éoliennes. On a vu fleurir dans un certain nombre de communes des pancartes à l'entrée des villages, non à la méthanisation, non aux méthaniseurs, non aux éoliennes, etc. Pour autant, certains élus ont commencé à comprendre que la transition écologique et énergétique pouvait être une possibilité de reprendre en main son destin, quelque part. Ça apporte des ressources aux communes, ça leur permet, ceux qui sont pas en zone AOC, par exemple en Champagne, d'avoir une compensation, c'est que s'ils ont des éoliennes, ils ont des ressources pérennes pour leur commune. Et puis ça permet aussi d'associer la population à travers des projets de coopératives villageoises, par exemple autour de l'énergie. Ça commence à se développer notamment autour du photovoltaïque. Et puis, pour un certain nombre d'industriels, ça devient aussi quelque chose d'intéressant. Le projet de la ville de Charleville-Mézières de se faire alimenter en énergie fatale par Stellantis, situé à quelques kilomètres de là, ça permet de chauffer un réseau de chaleur autrement que par des énergies fossiles. Ces projets commencent à naître aujourd'hui. Donc on sent qu'on est sur un point de bascule, à savoir que alors que le problème de l'énergie n'était pas vraiment un problème dans l'esprit des élus, il devient aujourd'hui une opportunité et on voit naître, poindre des réflexions territoriales sur, après tout, notre territoire a de la biomasse, notre territoire a de l'eau chaude sous forme de géothermie, a du vent. Pourquoi ne pas s'intéresser à ce sujet et commencer à intégrer l'énergie dans nos projets de développement locaux ? C'est le point de bascule auquel on est en train d'assister.
Guillaume Rioux, vous êtes vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous portez politiquement la feuille de route Néoterra lancée par le président Alain Rousset. Quel est l'objectif et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Eh bien, je vous propose de remonter 10 ans en arrière. Il y a une dizaine d'années, 2011, nous sommes quelques années après le Grenelle de l'environnement, et le président Alain Rousset a plusieurs passions. Il y a la passion de la politique, comme chacun le sait, donc de l'éco-responsabilité, la passion de la nature et la passion de l'industrie. Et il entend des choses à droite, à gauche, mais l'homme cartésien se dit il faut que je fasse objectiver le propos. Et il convoque dans un premier temps, d'Hervé Letreut, climatologue, 450 scientifiques, pour poser un petit peu les choses, pour poser l'équation et la réalité. Et puis rapidement, la question des écosystèmes se pose aussi. Et Vincent Bretagnol rejoint Hervé Letreut. Vincent Bretagnol, chercheur au CNRS de Chizé, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et il travaille avec les 450 pendant quelques années. Et en juillet 2019, Néoterra est inscrit dans l'ordonnancement des politiques publiques à travers notre règlement d'intervention, à travers nos allocations financières. Et aujourd'hui, une synthèse de décembre 2020 nous permet de dire que 46% des allocations financières sont néoterrarisées. Et donc, elles ont une entrée à vocation climatique, de transition énergétique ou en version écologique. Et c'est 28% des dossiers, par exemple, qui sont présentés en commission permanente. Alors, Néoterra balaye les questions énergétiques, écologiques, mais plus largement à travers 11 ambitions, depuis la sensibilisation des populations jusqu'à la responsabilité de l'institution dans ses pratiques du quotidien. Elle balayait les questions industrielles, les questions de préservation de foncier, les questions de transition en matière agroécologique par exemple, les questions de protection de l'eau, etc., etc. La grande question des transports, la question des lycées, comment, on parlait d'efficacité énergétique ce matin, comment rendre ces lycées plus efficaces en termes de déperdition de chaleur. Voilà, et donc nous arrivons à cette compilation un peu globale, cette stratégie globale qui vient presque s'imposer au schéma directeur au SRADET de développement durable et d'équité territoriale, mais aussi potentiellement au schéma régional de développement économique, d'internationalisation et d'innovation. Donc vous voyez, c'est une vision absolument systémique, globale, de fonctionnement et des politiques publiques de la région. Viendra s'ajouter probablement dans les mois à venir une douzième ambition à travers la question sociale et surtout la question de santé environnementale, les grandes questions de santé publique. Et là aussi, nous devons écologiser certainement nos pratiques. Et puis, en arrière-plan, nous sommes beaucoup préoccupés ces dernières années de la question de l'atténuation climatique. Nous avons par exemple des objectifs de passer de 25% à 45% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 dans notre mix énergétique. Nous avons pour projet d'aller jusqu'à 30% de biogaz dans le gaz utilisé en énergie finale dans notre région à l'horizon 2030. Peut-être même arriverons-nous en 2050 à du 110-120%. Nous serons peut-être exportateurs. Nous le disons parce que le schéma régional de la biomasse nous permet d'évaluer qu'il y a un potentiel biomasse utilisable dans la méthanisation pour le biogaz en tant que réseau de chaleur, mais le biogaz aussi en tant qu'utilité, possibilité énergétique pour la mobilité, notamment sur les poids lourds, sur les derniers kilomètres à ces consommateurs dans la distribution des masses et des denrées. Et pourquoi pas des personnes à travers les autocars. Alors ça implique que l'industrie, etc., se penche sur la question, c'est très long. Mais voilà, l'atténuation était la réalité de la préoccupation de la région, notamment durant la dernière mandature. Et là nous apparaît, c'est pour ça que cet axe social et santé publique devient important, que la question de l'atténuation, de l'adaptation des populations, de la protection des populations, va devenir une vraie question pour nous, acteurs publics.
Alors, regardons d'un petit peu plus près certains projets, dont un. Catherine MacGregor, le projet Oriseo passe en débat public avec une ouverture officielle le 9 septembre par Chantal Joanneau, qui était avec nous tout à l'heure, présidente de la CNDP. Vision d'Engie sur l'avancement de ce projet et sur sa contribution aux objectifs de la région. Pour mémoire, un très gros projet photovoltaïque de 1000 hectares, grosso modo 1 gigawatt crête. Oui, merci de parler de ce beau projet sur lequel nous on fonde beaucoup d'espoir. C'est un projet que l'on construit, que l'on développe évidemment en partenariat avec les collectivités locales, la région, mais également avec Neoen, qui est un acteur français qui développe aussi des énergies renouvelables. Et donc c'est un projet qui est très important. Il est important par sa taille. 1 gigawatt de solaire, c'est beaucoup, c'est très grand. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet que nous appelons hybride, donc en fait, qui va inclure des solutions de stockage. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, variabilité, pour mitiger, pour avoir une réponse à la variabilité, donc évidemment de l'énergie produite par les panneaux solaires. Nous aurons des solutions de stockage, de la production d'hydrogène, et même un lien avec un data center à côté. Donc c'est vraiment un projet extrêmement important, une prouesse, j'allais dire, industrielle. Je pense que c'est vraiment un projet qui sera une démonstration, qui sera un marqueur pour les capacités, les choses qu'on peut faire en France aujourd'hui. Mais effectivement, un débat public qui se passe, qui est nourri, beaucoup de discussions. Et donc je ne veux surtout pas préempter évidemment le résultat de ce débat public, parce qu'il faut absolument qu'on écoute, qu'on soit à l'écoute des parties prenantes et qu'on comprenne. Le soutien, c'est une chose, mais quelles sont les objections, quelles sont les inquiétudes, et qu'il faut qu'on arrive à rassurer les habitants, les parties prenantes, pour pouvoir avancer ce projet. Donc vraiment, moi je suis absolument passionnée par ce projet. Nous, on y croit beaucoup, on a envie qu'il se passe, on a envie d'avancer avec ce projet, et en même temps, bien sûr, on va être très attentif à ce que le débat public se passe bien, se passe dans la construction, et qu'on arrive à construire ce projet. Guillaume Rioux, comment l'élu soutient ce projet? Il nous interroge. Merci. Il nous interroge. C'est une vraie chance de pouvoir avoir ce type de projet sur notre territoire. Il est regardé certainement sur le plan national, mais il nous interroge à plusieurs égards. Il n'a d'intérêt qu'à condition que, bien sûr, il y a les conditions énergétiques de substitution, de la défossilisation, de la décarbonation de notre grande région, 168 TWh consommés, seulement 42 aujourd'hui disponibles en matière d'ENR. Donc, très bien, il faut faire du PV, ça c'est absolument indiscutable. Mais comment ces projets peuvent rejaillir favorablement sur le territoire? C'est ça tout l'intérêt. Et Alain Rousset souhaiterait que la dimension industrielle soit très marquée, mais la dimension industrielle en termes de recherche et développement. Comment le saut technologique va-t-il pouvoir avoir lieu en matière de cellules photovoltaïques? Comment allons-nous passer de 22% d'efficacité à 30-40%? Donc ça peut être un objet de recherche et de développement extrêmement intéressant. Comment les ETI, comment les PME locales vont pouvoir bénéficier de ce type de projet pour créer de l'emploi sur notre territoire? Comment le partage des richesses peut-il se passer? Alors là, la situation est un peu particulière. C'est sur 1000 hectares, au sein de la forêt des Landes, une grande propriété. C'est déjà très engagé. Bon, mais enfin, ça va être en tout cas un lieu d'observation extrêmement intéressant. Et puis en matière industrielle, il se pose maintenant à nous la question de la déconstruction de tout ça dans quelques décennies. Construire, c'est facile. Déconstruire, c'est parfois plus compliqué. Comment allons-nous recycler cette matière minérale de silicium? Comment ça va se passer? Voilà, on a un centre de recyclage qui est situé à Rousset, pas très loin d'Aix-en-Provence, qui recycle tous les modules photovoltaïques. Oui, mais là aussi, il faut poursuivre les questions de recherche et développement et s'interroger. Là aussi, c'est ça l'éco-responsabilité politique sur la sortie ou le remplacement dans quelques décennies. Donc le projet est vraiment un projet d'approche globale. Et puis la question des populations, mais on en reviendra peut-être dans votre prochaine question.
Franck Leroy, tout changement de fond gêne forcément certaines personnes. Les grands projets dans la région Grand Est, vous connaissez bien, vous l'avez cité tout à l'heure, vous en avez eu. Comment est-ce qu'on accompagne ce changement? Quel est le rôle de la région? Alors la région a pour rôle déjà de susciter les projets, de les accompagner. On est une région qui fournit la principale quantité de biomasse du pays. Des projets d'hydrogène, des projets autour de la méthanisation sont extrêmement nombreux aujourd'hui. Et la région se doit être à côté des porteurs de projets. Les résistances, elles sont assez limitées. Elles sont concentrées essentiellement sur l'éolien aujourd'hui et à un degré moindre sur la méthanisation. Pourquoi? Parce que ce véhicule un certain nombre d'idées qui ont été évoquées dans la table ronde précédente, j'y reviens pas, sur les dégâts que provoquent les éoliennes sur le paysage, mais également sur l'environnement. Idem sur la méthanisation, qui fait perdre de la valeur aux maisons, qui peut exploser à tout moment. Enfin, il y a une incompréhension de ces énergies nouvelles par le grand public, qui est souvent d'ailleurs pris en otage par un certain nombre d'activistes qui ont pour intérêt personnel de s'opposer à tout prix au développement de ces énergies. En dehors de ces deux thématiques importantes que sont la méthanisation et l'éolien, on ne sent pas véritablement d'opposition aux énergies renouvelables. Il y a une certaine forme de scepticisme dans l'opinion. On voit aujourd'hui que ça devient un sujet avec la campagne électorale qui approche et certains candidats se font les spécialistes de l'anti-éolien ou autres. Mais pour le reste, il y a un travail de conviction à faire. C'est un peu le rôle du SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui permet justement, en allant à la rencontre des territoires, de leur faire comprendre par des projets de développement commun que l'énergie est aujourd'hui une ressource pour eux, s'ils savent l'utiliser. Deuxièmement, en encourageant les projets participatifs, évidemment. La question de l'acceptabilité passe souvent par la dimension participative des projets. À partir du moment où on est intéressé à un projet, on le voit différemment que quand on le subit. Et j'allais dire, ce travail doit être fait sur l'ensemble des territoires. On a un territoire extrêmement vaste, quasiment 2 fois la Belgique, avec en plus des territoires, des paysages très contrastés. Des paysages de montagne à certains endroits, des paysages de plaine, des paysages très denses et au contraire des territoires peu denses qui se prêtent plus ou moins au développement des énergies renouvelables. Mais ce travail se déroule bien, à l'exception des polémiques que j'évoquais tout à l'heure. Globalement, on sent que la population évolue, les acteurs locaux que sont les élus, mais également les entreprises, sont en train petit à petit de s'approprier ce sujet des énergies renouvelables et c'est tout à fait encourageant. Catherine MacGregor, on vient d'entendre territoire très vaste et pourtant ce matin on l'a évoqué, problème de foncier. Il faut mobiliser du foncier. Comment est-ce qu'on fait? Comment Engie s'y prend pour dégager du foncier? Oui, c'est un défi. Alors évidemment, si on peut se concentrer sur les terrains industriels ou post-industriels, donc les friches, les terrains délaissés, comme disait le maire de Marcoussis lundi en parlant du terrain sur lequel on a localisé le projet justement solaire, cette la plus grande ferme d'Île-de-France dont je parlais. Donc ça, c'est évidemment une priorité. Je pense qu'on a encore un petit peu de travail à faire. Je pense qu'il y a encore des opportunités. Mais après, il faut effectivement travailler le plus possible avec les parties prenantes, les localités, les collectivités locales pour essayer de voir si on ne peut pas avoir accès à des terrains supplémentaires. Parce que quand on regarde simplement arithmétiquement, compte tenu des développements que l'on veut faire, on va être un peu juste si on se concentre uniquement sur ces friches et sur ces terrains un petit peu moi je les appelle ça post-industrialisés, donc ce qui évidemment représente une opportunité majeure, j'allais dire, il faut évidemment sauter dessus, mais il ne faut pas se limiter à ça et donc il faut accepter de libérer du foncier. C'est important avec quand même toujours cette volonté de l'industriel, même si on doit libérer du foncier qui n'est pas forcément un terrain tel qu'une friche, de le faire de la manière la plus responsable possible, avec des solutions par exemple agrivoltaïques. On voit combien, avec en particulier les panneaux solaires, peut se mélanger une faune, une flore, une biodiversité et même des cultures. Il y a vraiment des applications très intéressantes que les panneaux solaires qui en fait offrent une certaine flexibilité, la manière dont on les pose au sol ou pas, elle peut varier. Donc on peut vraiment faire des projets très intéressants, toujours un petit peu du sur-mesure, ce qui pour un industriel pose parfois des défis. Mais je trouve qu'on y arrive. Chez Engie, on a vraiment cette culture d'arriver à s'adapter. Et donc, je pense qu'on peut trouver des solutions pour aller un peu plus loin que les terrains les plus faciles d'accès, qui sont ceux dont j'ai parlé tout à l'heure.
Alors parmi ces solutions, je sais que vous devez nous quitter après l'introduction, vous avez un autre engagement, mais je vous recommande de regarder en replay ce que Christophe Kong, qui va intervenir juste après, aura à nous dire. Il est exploitant lui-même et il est surtout président d'Euralis, une coopérative avec des milliers d'adhérents, et il a essayé d'identifier auprès de tous ses adhérents tous les hangars agricoles qui pourraient être utilisés, et notamment tous ceux qui sont équipés de toitures amiantées en éternite, pour donner le nom commercial. Et donc, il va faire une proposition tout à l'heure, de voir comment on pourrait à la fois désamianter et à la fois récupérer le foncier pour faire du photovoltaïque. Engie et les autres développeurs sont les premiers intéressés. Nous serons en première ligne pour écouter cette annonce. Merci beaucoup. Alors, Franck Leroy, concernant le foncier, concernant les potentiels, concernant les ressources, est-ce qu'au niveau de la région, vous lancez des études, comme l'a fait par exemple le président d'Euralis, pour essayer d'identifier tout ça ? Oui, bien sûr. Le foncier est un sujet majeur aujourd'hui, notamment dans le cadre de la préservation de la biodiversité. On sait aujourd'hui qu'on consomme beaucoup trop d'espace agricoles, d'espace naturels, d'espace forestiers. Donc il y a une nécessaire sobriété foncière qui s'impose à nous. En revanche, on sait qu'on a du foncier invisible, disponible, qui est souvent le fruit d'un développement industriel et d'un déclin industriel qui a marqué certains territoires. On sait que, par exemple, dans un territoire comme le Metz Métropole, il y a plus de 1000 hectares de friches pour un seul établissement public de coopération intercommunale. Certes, une métropole, mais ça représente des quantités de terrain disponibles extrêmement importantes. Donc, c'est évidemment un gisement potentiel pour produire des énergies renouvelables, notamment sous la forme de fermes solaires. On a, par exemple, à Chamblay, un projet que nous menons. Nous sommes propriétaires de l'aérodrome de Chamblay qui accueille chaque année le plus gros rassemblement de montgolfières en Europe. Nous avons un projet de développer 35 hectares de panneaux photovoltaïques. Nous avons sur nos bâtiments, sur nos lycées, nous avons quelque chose comme 5 millions de mètres carrés couverts dans le patrimoine de la région. Et bien entendu, des plans de développement du photovoltaïque sont aujourd'hui à l'étude, pour être nous-mêmes, comme l'évoquait mon collègue tout à l'heure de Nouvelle-Aquitaine, une région exemplaire, c'est-à-dire dans nos propres politiques, sur nos parkings, sur nos bâtiments, d'être producteurs d'énergie et de la manière la plus vertueuse qui soit. Et évidemment, nous travaillons avec les communes pour identifier le potentiel que chaque commune peut avoir en la matière. Donc la question du foncier est essentielle. Évitons évidemment de consommer du foncier agricole, sauf lorsqu'on arrive à faire de l'agrovoltaïsme, par exemple. C'est assez discuté parce que ce n'est pas forcément dans les traditions, mais pour autant, les toitures, vous l'évoquiez tout à l'heure, les toitures des bâtiments agricoles sont un gisement extrêmement important. On a maintenant les propriétaires d'hypermarchés qui s'y mettent en couvrant leur parking. Il y a quand même le potentiel de production, il est quand même conséquent. Essayons quand même de préserver le patrimoine naturel autant que faire se peut. Allez, une dernière question à tous les trois pour terminer cette table ronde. La même question. Quelles sont vos idées, quelles sont vos suggestions, quelles sont vos recommandations, vos attentes pour favoriser l'appropriation? On dit bien appropriation, hein. Acceptabilité, c'est devenu un gros mot, c'est on veut imposer à une population quelque chose dont elle n'a jamais voulu. L'appropriation, donc vos idées, vos attentes, vos suggestions de la transition énergétique des énergies renouvelables par les populations, les riverains. On commence peut-être par Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est sans doute une contingence absolument incontournable, celle de faire de l'éducation à l'énergie telle qu'on a pu faire depuis des décennies, de l'éducation à l'environnement, de l'éducation aux écosystèmes. Je ne suis pas sûr que, alors dans cette salle bien sûr, nous sommes tous très initiés, mais que dans la population générale, je suis absolument certain même que les gens ne connaissent pas leur niveau de consommation en kilowattheure par an. Comment passer d'ailleurs du kilowatt au kilowattheure? Grande question, c'est très complexe à appréhender. On connaît nos économies familiales avec les entrées et les sorties et cette mise en équilibre mensuelle nécessaire. On connaît globalement nos consommations de carburant aux 100 km, mais nous ne connaissons pas nos consommations énergétiques. Et là aussi, il faut mettre en équilibre les productions et les consommations. C'est une formidable chance, mais ça a déjà été dit en termes géostratégiques pour notre pays,
Donc il va falloir faire de l'éducation et il faudra faire beaucoup d'apprentissage autour de tout ça. Pour comprendre, il faut connaître. Pour connaître, il faut apprendre un certain nombre de dimensions fondamentales. Il va falloir éduquer nos élus. Moi, je sens bien, en tant qu'élu, dans mon conseil municipal et même dans notre assemblée régionale, les élus sont encore loin. Faisons de l'éducation avec les énergéticiens autour de ces questions-là pour pouvoir nous projeter en 2050, neutralité carbone, voire éventuellement encore mieux, séquestration dans la mesure du possible. Tout ça, moi je pense, demande un propos avec beaucoup de nuances, empreint de beaucoup d'incertitudes. Il faudra les accepter, mais je suis convaincu que notre civilisation est encore plastique et qu'elle pourra accepter un certain nombre de dispositions parfois difficiles. Il y a quand même cette question de l'acceptation qui se pose à nous. Et il faudra faire un effort général pour cet intérêt général. Merci Guillaume Rioux. Franck Leroy, pour Grand Est. Je rejoins mon collègue. Pour moi, le problème, il est un problème d'éducation et de culture. Je veux dire par là qu'on a, pour la plupart d'entre nous, élus, on n'a jamais eu une heure de formation sur la problématique de l'énergie et de la biodiversité. On découvre ce problème à travers les médias et à travers les crises brutales qu'on connaît à travers la planète. Mettez-vous à la place d'un certain nombre de personnes, d'habitants de nos territoires, qui n'ont jamais perçu la moindre difficulté en matière d'énergie et qui ne se rendent pas compte qu'on a assis notre développement depuis 2 siècles avec une variable d'ajustement qui est la nature, qui est la dégradation du climat, qui est la planète. Il faut inverser le cours des choses, il faut repenser notre mode de développement, il faut accéder à une forme de sobriété sans que ça apparaisse comme une punition. Et je pense qu'il y a un gigantesque travail pédagogique à mener dès le plus jeune âge. Les acteurs des 25 prochaines années ou 30 prochaines années sont dans les maternelles aujourd'hui. Donc moi, je suis intimement persuadé qu'il faut commencer dès la maternelle à faire découvrir la nature aux enfants, alors qu'il y a quelques années, on les empêchait de sortir parce qu'il y avait des risques liés à je ne sais quelle grippe ou problème de microbes. Je pense qu'il faut réemmener à nouveau les enfants dans la nature. Il faut leur apprendre à considérer l'eau comme une substance rare et pas quelque chose qu'on gaspille. Il faut leur apprendre d'où vient l'énergie et ce qu'elle nous permet de faire. Et c'est comme ça, en éduquant les citoyens, qu'on va accélérer le mouvement vers la transition écologique. Les interdits, ils sont nécessaires à certains moments, mais pas suffisants. Et si on veut enclencher un mouvement et emmener la population avec nous, il faut vraiment entreprendre ce travail au plus vite. L'eau est un bien précieux. J'ai jamais compris qu'on mette de l'eau potable dans nos chasses d'eau, mais ça c'est un autre sujet. Catherine MacGregor. Oui, une réflexion peut-être complémentaire à ce que vous venez de dire, et je suis tellement d'accord avec vous. Et finalement, l'idée, c'est quand même de faire émerger une culture partagée de l'énergie qu'aujourd'hui on n'a pas en France. Vous avez vu, il y a quand même des divisions sur ces sujets énergétiques. Quel dommage, ça serait tellement beau d'avoir finalement une culture partagée de l'énergie. Et puis simplement pour rappeler, revenir à ma place d'industriel, dire qu'effectivement appropriation, pour nous c'est beaucoup au-delà de la pédagogie qui est absolument nécessaire, de la co-construction. Vraiment c'est une méthode, une méthodologie, une approche pour développer les projets qui me paraît absolument indispensable, la co-construction. Et puis enfin, notre responsabilité en tant qu'industriel, c'est d'être exemplaire dans la réalisation des projets. Donc ça, si nous ne sommes pas exemplaires, nous aurons toujours des problèmes et nous donnerons prise justement à ces mouvements anti dont nous n'avons vraiment pas besoin aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci Catherine MacGregor. Nous vous libérons, vous avez d'autres engagements et je vais demander à 3 autres élus de bien vouloir nous rejoindre. Agnès Firmin-Lebaudot, députée de Seine-Maritime, porte-parole d'Agir Ensemble, pharmacienne de profession. Christophe Bouillon, maire de Barentin, près de Rouen, en Seine-Maritime, ancien député de Seine-Maritime, mais surtout à cette table ronde, président de l'APVF, l'Association des Petites Villes de France, une association qui existe depuis 30 ans, compte 1200 villes adhérentes. Si votre collectivité compte entre 2500 et 25 000 habitants, vous pouvez adhérer à l'APVF. Et puis Jacques Pallas, que certains d'entre vous connaissent bien, il est maire de la ville de Saint-Georges-sur-Arnon, dans l'Indre. Il est également porte-parole de Cléo, club des collectivités locales éoliennes.
Et pour introduire cette table ronde, Marianne Legnaud, présidente d'Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, enfin de la quasi-totalité, hors quelques ELD. Les dames vont encadrer ces messieurs. Vous avez remarqué qu'on essaye de la parité. Oui, mais les tables rondes précédentes, on était plus sur la parité. Marianne Legnaud, pour commencer peut-être, puisque vous allez introduire ces échanges, réaction aux propos des deux vice-présidents de région, puisque vous travaillez forcément avec les deux, bien sûr. 95% de tous les projets énergie renouvelable qui sont développés sont raccordés sur votre réseau, le reste va directement sur RTE. Vous expérimentez un certain nombre de choses sur les deux régions Grand Est et Aquitaine, donc réaction à ce que vous venez d'entendre. Bonjour à tous. Merci tout d'abord, un grand merci au président Ball pour cette invitation, parce que évidemment le CER, mais aussi l'ensemble de la filière des renouvelables, comme vous voulez de le rappeler, c'est un grand partenaire pour Enedis qui en effet a le plaisir et le rôle, la mission de raccorder 90% des énergies renouvelables qui sont produites en France. Moi j'ai trouvé très, très intéressant ces échanges parce qu'ils manifestent vraiment le rôle que les régions entendent jouer et jouent de plus en plus dans cette transition que moi je préfère appeler écologique, parce que énergétique, bien sûr, c'est notre secteur, mais notre responsabilité, elle est plus large que notre seul secteur. On l'a vu dans les débats, c'est produire autrement, consommer autrement, de manière plus responsable. C'est aussi se déplacer autrement, travailler, manager autrement. Donc les deux régions avec qui le dialogue a eu lieu, ce sont vraiment deux très grandes régions en termes de production renouvelable. Je pense que la salle le connaît, l'éolien, c'est pour le Grand Est et la deuxième région française, derrière les Hauts-de-France, et la Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région pour le photovoltaïque. Donc, évidemment, ça concerne Enedis, parce que notre rôle, c'est d'accompagner cet essor de la production renouvelable, un essor qui est absolument majeur dans les derniers mois que nous avons vécu, puisqu'on constate très forte accélération des projets de toute taille, et donc aussi des raccordements pour Enedis. Un seul chiffre, aujourd'hui nous avons 500 000 sites de production raccordés au réseau de distribution d'électricité qui est géré par Enedis, mais qui appartient aux collectivités locales, puisque nous sommes le délégataire, le service public. Si on reparle de nos deux régions, c'est 35 000 producteurs en région Grand Est, 70 000 producteurs en région Nouvelle-Aquitaine. Évidemment, ça cache des disparités très importantes de taille, mais ce sont des chiffres très, très importants et qui ne vont que s'accroître, puisque l'horizon de la PPE, en gros, c'est doubler tout ça en 2028. Donc moi, notre travail, le travail des équipes d'Enedis, c'est de raccorder tous ces projets. On a beaucoup parlé là de projets de très grande taille, mais ça va évidemment de la très grande ferme solaire ou éolienne au producteur individuel qui est un autoconsommateur. Et derrière les chiffres que j'ai cités, il y a un extraordinaire boom de l'autoconsommation individuelle, donc qui sont des petits projets qui posent d'autres questions techniques, et de l'autoconsommation aussi collective. Il y a aujourd'hui 70 projets qui sont Alors on va revenir sur vivants. L'autoconsommation un petit peu plus tard. Oui, un petit peu plus tard, mais malgré la crise, donc les énergies renouvelables ont continué cet essor, comme vous venez de le rappeler. J'avais dit 95, donc 90% raccordés sur votre réseau. Quelles innovations techniques et économiques vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous expérimentez sur le terrain, ou maintenant généralisez sur le terrain pour accueillir plus d'énergie renouvelable? Alors, plus d'énergie renouvelable, et comme ça a été dit tout à l'heure, dans des meilleures conditions économiques, parce que c'est pas seulement une question de volume, c'est aussi une question de coût, de délai, et donc de flexibilité, d'agilité, de rapidité et d'accompagnement. Je crois que ce qui fonctionne très bien dans notre relation partenariale avec les collectivités locales, et elle est partenariale puisque nous sommes liés par des contrats de concession
avec eux, plus de 300, c'est d'être au maximum dans l'anticipation. Donc c'est pas d'aller voir Enedis au moment où il faut raccorder, mais c'est 2 ans et demi, 3 ans avant de venir nous voir en nous disant nous voudrions travailler sur un grand projet ou un plus petit projet. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour choisir la meilleure solution technico-économique? C'est aussi mettre à disposition de l'innovation. Vous l'avez mentionné, elle peut être de beaucoup de sortes. L'innovation dans la manière de faire. Et là, on est très content, et c'est un dossier qu'on a partagé avec le CER et avec d'autres représentants de la filière, que soient enfin sortis des textes qui nous permettent de proposer des offres innovantes, alors dites de raccordement intelligent, qui nous permettent d'aller plus vite et de proposer, c'est aussi le cas des projets dits réflexes et de flexibilité, des offres qui permettent d'écrêter une partie de la production ou de proposer des devis beaucoup plus rapidement. Donc tout ce qu'on peut faire ensemble pour aller plus vite, pour mieux anticiper, pour limiter les coûts, participe de cette innovation. Elle peut être aussi plus technique. On travaille sur des nouvelles générations de câbles et de matériel. Vous savez qu'en ce moment, ça a été évoqué, il y a quand même une grande crise des approvisionnements en matériel, donc ça touche aussi notre filière industrielle. C'est Poste Source Express que met à disposition Enedis. Ça veut dire, parce qu'évidemment, pour raccorder, il faut des postes sources. Et là, on parle d'un nombre très considérable de postes sources en construction. Et donc, Poste Source Express, c'est 2 fois plus rapide parce qu'on le précable au maximum en usine. Et donc, tout ce qu'on peut faire pour industrialiser nos activités et nos partenariats, je crois, va dans le bon sens. Donc l'innovation, elle est bien sûr technologique, technique, mais elle est aussi surtout dans la manière de faire et la manière de travailler ensemble en étant vraiment dans une optique ouverte de partenariat, de dialogue, de projets, d'expérimentation qui ensuite vont donner lieu à une industrialisation de ces nouvelles manières de faire. Alors Poste Express, c'est 2 fois moins de temps, 1 an au lieu de 2. Est-ce que c'est une étape? Est-ce qu'on peut encore faire mieux? On essaiera toujours de faire mieux, mais c'est déjà bien. On a mis en service déjà 3 postes sources express, donc dans différentes régions. Encore la semaine dernière, justement dans les Landes, en Nouvelle-Aquitaine. Il faut avoir en tête aussi, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais que les énergies renouvelables, 90% raccordées au réseau de distribution, 60% de ces activités se situent dans des communes de moins de 2000 habitants. Donc on est vraiment sur une répartition territoriale complète sur de l'énergie très, très décentralisée, donc forcément locale. Oui, on va faire mieux, mais surtout on va industrialiser, ce qui est aujourd'hui une innovation, et on envisage à 2035 d'en avoir produit et installé près d'une quarantaine, dont une quinzaine d'ici 2024. Donc ça veut dire qu'un quart des postes sources qu'Enedis va prévoir de construire d'ici 2035 seront suivant cette nouvelle technologie avec des délais et des coûts mieux maîtrisés et plus rapides. La table ronde nous propose de redonner un sens au progrès social. Revenons sur l'autoconsommation. Elle monte en flèche. Les derniers chiffres que j'avais de mémoire, 80-90% des demandes de raccordement de petits actifs de production, comprenez installation photovoltaïque sur le toit d'une maison, sont des demandes en autoconsommation. Donc, est-ce durable, est-ce supportable pour votre réseau? Est-ce que c'est supportable socialement? Qui paye tout cela? Comment ça se passe? Moi, je pense que c'est vraiment une question très importante, parce que là, on est au carrefour de beaucoup de dimensions. On a parlé d'attente de la société, du fait d'embarquer les clients, les consommateurs dans ces transitions écologiques qui ne la vivent pas comme quelque chose qui est imposé et dont on parlerait seulement sous l'angle des investissements. Je pense que c'est important de dire que derrière tout ça, il y a beaucoup d'investissements. Si je moyenne sur les 12 grandes régions françaises pour Enedis, c'est 3000 salariés, 300 millions d'investissements en moyenne par an. Mais derrière, c'est de l'emploi, c'est de la filière industrielle. Nous travaillons, faisant 4 milliards d'achats, 98% en France pour ces achats, 50% via les TPE-PME. Donc on entraîne tout un tissu
locale, de sous-traitants, et de la sous-traitance, c'est de l'emploi, c'est de la formation, c'est de l'insertion professionnelle, ce sont des politiques sociales aussi. Si on revient à l'autoconsommation, c'est une tendance absolument majeure, et donc nous l'accompagnons, nous la rendons possible, avec quand même quelques précautions, c'est-à-dire qu'elle doit se faire avec le réseau public de distribution qui est là pour répondre à ce type de demande et non pas dans une multiplication de réseaux fermés ou de réseaux privés qui peuvent conduire à un émiettement et donc serait contraire à une vision certes très locale mais aussi très infrastructure et industrielle, hein, puisqu'on est sur un bien essentiel, mais qui est géré dans une infrastructure avec une vision globale, ce qui permet d'ailleurs la solidarité. Et puis la deuxième précaution, c'est avec la péréquation tarifaire qui fait que tous les territoires sont traités de la même manière par Enedis, service public de la transition écologique au service des territoires. Il n'y a pas les ruraux contre les urbains, les métropoles contre le périurbain ou les territoires plus riches contre les territoires moins riches. Et je me permets de le rappeler parce que c'est très important de mieux prendre en compte des dimensions locales. Et oui, Enedis est d'abord une entreprise locale, mais il faut quand même garder une vision économique de l'optimum et de ce qu'est une infrastructure d'énergie qui par ailleurs appartient aux collectivités locales. Donc dans les chiffres que j'ai cités, il y a 500 000, il y a 125 000 autoconsommateurs individuels. Et donc, et peut-être pour finir sur la technologie, c'est permis aussi tout cela grâce au compteur Linky, mais on en dira peut-être un mot tout à l'heure. C'est une tendance sociétale majeure qu'il faut accompagner et il faut aussi en rendre visible l'économie, voilà, jusqu'à quel point on veut la subventionner, il y a du tarif de rachat derrière, quelle est la vision politique finalement qui est portée derrière. Mais nous constatons, c'est vrai pour l'individuel, c'est vrai pour le collectif aussi. Je vous ai parlé de 60, 70 projets qui sont actifs aujourd'hui et qui permettent, par exemple j'en ai inauguré un à Limoges avec le maire il n'y a pas longtemps, de produire, et c'est d'ailleurs sont des beaux symboles aussi de société, hein, à partir des panneaux installés sur le toit d'un EHPAD et d'envoyer de consommer, mais aussi de répartir avec la crèche, avec la mairie qui sont à côté. Donc ça, ce sont des projets qui donnent beaucoup de fierté à ceux qui les pilotent, qui les construisent et qui embarquent nos citoyens, je pense, au plus près de leur activité, parce qu'évidemment, l'électricité, elle est dans la vie des gens, c'est un bien essentiel, c'est à la fois un enjeu géostratégique, on parle beaucoup de son prix en ce moment, c'est aussi quelque chose de très concret dans la vie de tous les jours. Une dernière question avant de donner la parole aux trois élus qui nous ont joints. Quelle coopération peut-on imaginer entre Enedis et les territoires pour accélérer le développement des énergies renouvelables ? Alors déjà, cette coopération, elle est naturelle, comme je l'ai indiqué, hein, puisque les réseaux appartiennent aux collectivités. Je rappelle que le réseau de distribution publique, si je vous dis que c'est 1,4 million de lignes, ça ne va pas vous dire grand-chose. Si je vous dis que c'est 35 fois le tour de la Terre et que tous les 4 ans, nous construisons un nouveau tour de Terre pour répondre aux nouveaux usages de l'électricité, et nous rénovons, nous renforçons un tour de terre pour rendre le réseau plus résilient aux aléas climatiques, plus agile, plus moderne, plus efficace, je pense que c'est plus parlant. Et donc cette coopération, elle est absolument naturelle entre les territoires et Enedis, qui est un service public au service de ces territoires. Et puis après, elle est dans l'accompagnement de leurs projets. Et dans l'accompagnement de leurs projets, on va bien sûr parler des projets renouvelables, mais aussi des schémas directeurs d'implantation des véhicules électriques. C'est aussi une des très grandes tendances, souvent combinées avec du renouvelable et demain combinées avec du stockage et du véhicule to grid, qui va structurer les projets des collectivités et des régions. Ça se traduit par des schémas directeurs. Nous en sommes les partenaires. Nous les accompagnons aussi sur des outils qui leur permettent, grâce à l'usage plus intelligent des données, et qui est la grande révolution dans le secteur de la distribution, eh bien de
mieux détecter, et c'est aussi un effet bénéfique de Linky, des bâtiments thermosensibles, des bâtiments ou des installations qui consommeraient de manière aberrante par rapport à la moyenne d'un parc de lycées. Prenons les lycées parce que c'est la compétence de la région. Et nous savons les accompagner pour élaborer ensemble ce type d'outils. On peut parler de cadastre solaire aussi, comment à partir d'une photo du cadastre être capable de détecter les endroits où ça sera plus intelligent et moins cher de raccorder du PV sur un quartier, par exemple. Tout ça, ce sont des outils, mais je crois que ce qui est important, c'est la démarche de dialogue et d'écoute, et qui est à la fois très court terme, bien sûr, parce qu'il faut être concret et délivré, mais aussi avoir une capacité de se projeter pour ces collectivités, en particulier les régions, à 2035, à 2050. Nous ne sommes pas sur des choix de court terme. Ensemble, on est sur des investissements qui vont vivre 40, 60 ans. Et donc, quelle est notre vision partagée à 15 ans et à 2050? Quel est l'horizon de la neutralité carbone? Là aussi, nous pouvons les accompagner en travaillant avec elles sur leur mix de production, leur mix de consommation, et comment elles peuvent le faire varier si elles veulent mettre plus de PV, plus d'éolien, plus de véhicules électriques, plus de bus électriques, demain plus de stockage. Donc voilà, donc on est vraiment sur des projets d'avenir, mais qui sont multidimensions. Ils seront nécessairement économiques, territoriaux, industriels et sociétaux. Merci pour ces propos introductifs. N'hésitez pas à réagir quand vous le voulez lors de l'intervention des trois élus. Alors, le maillage du réseau, vous connaissez bien, c'est ce qui est la condition de sa résilience finalement. Maintenant, on va parler du maillage politique pour descendre jusqu'à la plus petite maille, qui est la maille communale. On a vu ce que les régions avaient à nous dire. On va regarder maintenant au niveau d'un département. Agnès Firmin-Lebaudot, vous êtes députée de Seine-Maritime, porte-parole d'Agir Ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, pharmacienne de profession. Avec votre usine du Havre qu'on a déjà évoquée ce matin, puisque Filippo Cimitan, président France de Siemens Gamesa Renouvelable, nous en a parlé, elle est en cours de construction, vous la connaissez bien et vous illustrez en quelque sorte la réalité industrielle, économique, sociale de ces énergies renouvelables. Est-ce qu'on se donne les moyens de nos ambitions quand on commence à arriver à cette maille industrielle au niveau des territoires ? En tout cas, je ne sais pas si on se donne les moyens de ses ambitions, mais en tout cas, c'est un projet concret qui montre que lorsque collectivement, de l'État aux collectivités, en passant par les entreprises, on travaille main dans la main, eh bien, cette réalité, elle va être vraiment aux yeux du public dans quelques mois, puisque cette usine, aux yeux des Havrais, elle grandit de jour en jour, et dans quelques mois, des personnes qui seront formées, qui sont en train d'être formées, puisque à travers ce projet industriel, il y a un projet aussi, j'allais dire, d'emploi, de formation, et l'entreprise qui est Siemens a accompagné ce centre de formation, et dans quelques mois, ce seront 750 personnes qui seront au Havre, embauchées pour construire ces éoliennes, et qu'enfin, on pourra avoir en France une éolienne en mer, parce qu'à l'heure où on parle, nous n'en avons toujours pas. On a déjà une éolienne flottante qui tourne, hein, ce projet Idéol. Flottante, oui, on a une. Voilà, à vous parlez de poser planter. Je parle de poser planter. D'accord. Et alors, pas n'importe où au Havre, hein, puisque c'est symbolique. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le quai Johannes Couvert qui a été construit spécialement pour accueillir le paquebot France. Alors, cet endroit est en plus très symbolique, et au Havre, on a la chance d'avoir le port en centre-ville. Donc non seulement c'est très symbolique parce que quai Johannes Couvert, ça veut dire quelque chose pour l'histoire du Havre, mais en plus, les éoliennes qui seront construites, elles seront visibles de tous les Havrais et de toutes les personnes. Je vous invite à venir au Havre, hein, ça n'est pas réservé qu'aux Havrais, vous pourrez venir voir. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que, pour le coup, montrer ce qu'est une filière industrielle, et voilà, les énergies renouvelables, c'est aussi le développement d'une filière industrielle. Il faut qu'on se félicite collectivement qu'en France, on redéveloppe des filières industrielles. C'est aussi un enjeu important. Il faut la développer, mais les enjeux qui sont les nôtres collectivement, et c'est là où les élus, ensemble, on a quelque chose à faire, c'est que cette filière, elle se développe, elle s'installe. Maintenant, l'enjeu, c'est de la faire perdurer, cette filière. Bien sûr, il y a la construction des éoliennes, il y a aussi leur maintenance. Et donc maintenant, les énergies renouvelables se développent.
à nous, à travers les discussions que nous avons, à travers les discussions sur les futurs PPE, être capable de montrer que l'élan qui a été donné, il est concret et que cette filière qui se développe, elle se développe pour longtemps, pour que ces emplois soient des emplois maintenus dans le temps. Il y a une excellente tribune du Monde il y a quelques semaines qui disait que le mérite des énergies renouvelables, c'est qu'on les voit. Pareil qu'il y a quelques décennies, quand on interrogeait un Américain en lui demandant d'où vient l'électricité, il répondait « elle vient de la prise ». Aujourd'hui, on sait qu'elles vont venir des champs photovoltaïques, des éoliennes, d'autres installations, des grands barrages hydroélectriques. On aura la chance de pouvoir voir d'où vient l'énergie. Flambée des prix de l'énergie, on l'a évoqué plusieurs fois aujourd'hui. Question aux élus. Qu'est-ce que vous répondez à vos administrés quand ils vous posent la question ? Qu'est-ce qui va nous arriver avec le prix des énergies ? On voit bien que c'est un sujet, je crois que mes collègues élus qui sont là, on est tous interrogés, élus d'ailleurs pas élus, mais les élus toujours en priorité sont sollicités par nos concitoyens. Et les débats qu'on a eus à l'Assemblée et les questions posées au gouvernement ces 3 dernières semaines portaient bien sûr sur le prix de l'énergie. N'oublions pas que la crise des Gilets jaunes est arrivée il y a quelques années par le prix de l'essence, qui accessoirement aujourd'hui est plus haut que lorsque la crise des Gilets jaunes est apparue aujourd'hui. Et donc on voit bien que le prix de l'énergie, que ce soit l'essence, que ce soit l'électricité, que ce soit les modes de chauffage, le gaz, est quelque chose qui préoccupe nos concitoyens parce qu'évidemment, c'est une partie importante du budget. Et donc la réponse qui a été faite avec ce chèque énergie, qui va être augmenté par le moratoire des prix, est une première bonne réponse pour essayer de voir comment l'hiver, d'abord, va être rude ou pas. Nous souhaitons qu'il ne le soit pas et que nous devons essayer d'accompagner nos concitoyens pour les plus démunis d'entre nous, apporter des solutions. Et une première réponse, une des réponses, c'est bien sûr le mix énergétique, d'aller vers des énergies, j'allais dire renouvelables, mais aussi de pouvoir apporter une réponse à travers le prix. C'est une nécessité. Et donc on voit bien aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, que nos concitoyens se posent la question aussi sur le coût de ces énergies renouvelables. Est-ce que ce ne sont pas elles qui font monter les prix ? Et donc notre réponse, là aussi, j'allais dire d'élus responsables, est d'expliquer que non, que l'enjeu, il est aussi important. Il est important d'apporter un prix qui soit acceptable, mais que notre responsabilité dans la transition, moi aussi je préfère le mot transition écologique à énergétique, c'est bien d'accompagner le développement de ce mix énergétique qui est important. Parlez-leur à l'envi de la réduction de la volatilité des prix avec les énergies renouvelables. On va descendre d'un cran. Avec, regardons au plus près du territoire. Christophe Bouillon, maire de Barentin, près de Rouen en Seine-Maritime, et surtout président de la PVF. Et puis Jacques Pallas, maire de Saint-Georges-sur-Arnon, dans l'Indre, petite collectivité de mémoire de 650 habitants. 650. Alors, Christophe Bouillon, les petites villes de France, c'est une maille incontournable du territoire. Or, vous appelez le gouvernement à rehausser l'ambition générale du projet loi climat et résilience pour répondre véritablement aux enjeux climatiques. De quoi s'agit-il exactement ? Bonjour et merci à Jean-Louis Bal pour son invitation. La transition écologique, elle sera territoriale ou elle ne sera pas ? Qu'est-ce que viennent faire les petites villes dans tout cela ? C'est d'abord là où il se passe aujourd'hui des choses qui vont dans le sens de la réussite de la transition écologique. Et c'est demain là où il se passera de plus en plus d'activités, d'actions, de leviers qui sont nécessaires. Pourquoi ? Il y a une première entrée dans cet enjeu qui est la suivante. On peut regarder du côté des émissions. Si on regarde les mobilités, quand même 30% des émissions, c'est dans ces territoires-là aujourd'hui que se pose avec acuité la question des alternatives à certains types de transports, ce qu'on appelle souvent l'autosolisme subi. 80% des habitants de nos territoires utilisent la voiture, dans laquelle souvent ils sont tout seuls pour aller travailler ou pour un certain nombre de déplacements, parce qu'ils n'ont pas le choix, alors que dans des territoires denses, dans des métropoles, ils ne sont que 25%. Donc il y a, si on veut décarboner les déplacements, un effort conséquent à faire dans les territoires que nous représentons. Si on regarde la question des bâtiments, c'est là souvent où il y a encore
des bâtiments anciens, des bâtiments qu'on considère souvent comme des passoires énergétiques. C'est là où se situent aussi des bâtiments chauffés avec des moyens de chauffage peu performants. Il y a là donc un enjeu essentiel. C'est là aussi où il y a des mètres carrés qu'il faut rénover d'un point de vue thermique. C'est là où il y a un levier d'efficacité énergétique qui est essentiel. Si on regarde du côté de l'industrie, je rappelle que 70% des emplois industriels se situent dans les communes de moins de 20 000 habitants. Si on veut décarboner l'industrie, c'est là que ça se passe également. Et puis enfin, si on regarde l'agriculture, il en a été question, c'est là où sont les fermes, c'est là où sont aussi les terres, c'est là où on peut agir vers la méthanisation, faire en sorte aussi par le solaire d'avoir non seulement des débouchés pour le monde agricole, mais aussi un moyen d'apporter de l'énergie solaire pour les territoires. Ça, c'est la première façon de voir les choses. La deuxième façon, c'est quand on regarde où on en est finalement de la trajectoire de la transition écologique. J'ai entendu aujourd'hui même la présidente du Haut Conseil pour le climat rappeler qu'on n'était pas du tout dans la bonne trajectoire, qu'il fallait faire encore un effort. Si on regarde du côté du solaire et qu'on regarde ce qu'on doit faire au niveau de la PPE, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout dans les clous aujourd'hui et qu'on doit faire un effort si on veut arriver à ce qui est souhaitable pour 2023 ou 2029. Et quand on regarde de quoi on est passé entre 2019 et 2020, les 9,2 gigas aux 10,3, on s'aperçoit qu'il va falloir faire un effort. Et où on peut faire cet effort, c'est justement dans les petites villes. C'est justement là où se situent des gisements pour le solaire. On a évoqué tout à l'heure, c'était les propos récents de dirigeant d'Engie, MacGregor, c'est sur les friches industrielles, par exemple. On est dans ce pays avec 400 000 friches industrielles. Il y en a une concentration sans doute en Île-de-France, mais il y en a beaucoup dans le Grand Est, il y en a beaucoup en Normandie, il y en a beaucoup également dans les Hauts-de-France, et souvent dans les petites villes ou les villes moyennes, où on voit des collectivités parfois à la peine en termes d'ingénierie ou de levier financier pour s'attaquer à ces enjeux. Et là, on a besoin d'être accompagné par l'industrie. Enfin, si on regarde du côté de l'éolien, je crois que ça a été dit par nos collègues des régions, et je rejoins parfaitement ce qu'a dit ma collègue Agnès Firmin-Lebaudot sur l'éolien offshore, mais sur l'éolien terrestre, là aussi, c'est sur nos territoires que ça se joue, non seulement en termes d'appropriation, mais en termes de développement de projets. Et puis enfin, sur la question du biogaz, il a été question tout à l'heure à une autre table ronde du développement de la méthanisation. Là aussi, les enjeux de méthanisation, c'est sur nos territoires que ça se joue. C'est à la fois utile, non seulement en termes de production, mais en termes d'utilisation de différents usages. On évoquait les déplacements. On voit bien qu'on peut aujourd'hui, grâce au bio-GNV, au gaz vert, permettre, et c'est le cas, à des collectivités. Je cite par exemple Cestas en Gironde. Il y a du transport de marchandises aujourd'hui qui se fait grâce à la production de gaz vert et qui est réinjecté dans des moyens de transport de cette nature. Si je prends l'Ifré en Ille-et-Vilaine, on a là les transports en commun qui utilisent du gaz vert. Donc on a tout un ensemble d'enjeux aujourd'hui dont on voit que la solution, le levier, là où ça va jouer, c'est justement dans les petites villes. Et il ne faudrait pas croire, parce que ça a été le sentiment pendant des années, que c'était plus facile dans les grandes métropoles, dans les grandes agglomérations. C'est là finalement qu'on pouvait avancer d'un pas de géant en termes de transition écologique. La vérité, et on s'en aperçoit aujourd'hui, c'est que c'est dans les petites villes que ça se joue. Et j'ajouterai un argument qui est important, et je crois que ça a été cité par mes collègues tout à l'heure, c'est pour ces territoires une façon de revenir dans la course, de revenir dans le récit industriel de notre pays. La thématique qui a été choisie aujourd'hui, c'est de redonner du sens au progrès. On a des territoires, et ce n'est pas hasard, je pourrais citer Los-en-Gohelle dans les Hauts-de-France, Malonnet en Seine-Maritime, qui étaient des territoires avec une empreinte industrielle assez forte, avec de l'industrie textile, minière, sidérurgique et autres, qui ont vu leur destin percuté, parfois par des délocalisations, des activités qui ont cessé, périclité, et qui aujourd'hui retrouvent une identité. Et Los-en-Gohelle, par exemple, aujourd'hui, est cité en exemple, justement, par le choix qu'ils ont fait de s'investir pleinement dans la transition écologique. C'est vrai également de Malonnet, qui, à travers ce qu'elle fait aujourd'hui, eh bien, retrouve un récit. Et je pense que la question de l'identité, il ne faut pas la négliger. On parlait tout à l'heure
et je rejoins ce que disait Agnès et également Madame MacGregor sur le fait d'appropriation des projets, la question de l'identité pour les territoires me semble aussi aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de dire on revient dans le récit. Qu'est-ce qui manque à vos petites villes pour adresser tous ces sujets et répondre aux enjeux ? Clairement, et on a eu la démonstration récemment, la PVF avec l'AFL, on a fait un travail d'étude, de prospection auprès des différentes collectivités qu'on peut représenter. Clairement, ce qui manque, c'est l'ingénierie et les moyens financiers. L'ingénierie, parce que c'est vrai que dans un mode aujourd'hui qui est de dire des appels à projets, on voit que ils fleurissent et c'est même une nouvelle façon d'une relation entre des collectivités locales et l'État. Simplement, les appels à projets, c'est une prime à l'ingénierie, c'est-à-dire c'est souvent une prime au grand territoire. Et donc il faut permettre à nos collectivités d'être dotées des moyens d'ingénierie. On a eu un vent d'espoir à travers l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui devait être une agence d'ingénierie territoriale en quelque sorte. Elle est aujourd'hui préfectoralisée, c'est-à-dire que c'est au niveau des préfectures ça se joue. Et je pense qu'il faut faire attention à ce que dans ces appels à projets et autres, on puisse très vite donner les moyens à nos collectivités de disposer de l'ingénierie suffisante pour pouvoir répondre à ces appels à projets. Et puis les moyens financiers, sans doute que ça va passer par les contrats de relance et de transition écologique et d'autres types de contrats. Il y a Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, etc. Simplement, il faut très vite les flécher parce que c'est aujourd'hui que ça se joue. Et l'espoir de nombreuses villes qui sont aujourd'hui repérées dans ces différents dispositifs, c'est de se dire que dans le droit commun, ça va être fléché, ça va venir dans ces territoires pour pouvoir de transformer finalement ces moyens financiers en actions concrètes dans le cadre de la transition écologique. Vous représentez à cette table ronde 1200 petites villes de 2500 à 25 000 habitants. Vous estimez qu'il y en a combien de ces petites villes sur le territoire national ? En France, il y a 4089 communes qui sont entre 2500 et 25 000 habitants. C'est 26 millions d'habitants en France. On évoque aujourd'hui, vous savez, la question de l'exode métropolitain, même si je suis très méfiant, il ne s'agit pas d'un exode rural à l'envers, il faut encore que ça se concrétise. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celles et ceux qui viennent aujourd'hui déposer leurs valises dans nos territoires, ils ont une exigence assez haute aujourd'hui en termes serviciels, de services. Ils veulent, et dirigeante d'Enedis le disait, ils veulent pouvoir aussi profiter de tout ce qu'apporte la fée électricité, ils veulent pouvoir profiter d'un certain nombre, j'ai envie de dire, de progrès qu'apporte l'énergie. Et je pense que c'est aussi un enjeu qui est essentiel. Et moi, je suis très heureux qu'on ait finalement passé, c'était un des actes majeurs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et bien finalement d'un système très centralisé, peu digitalisé, peu décarboné, à aujourd'hui un système plus décarboné, plus digitalisé et plus décentralisé. C'est ça aussi l'avenir de notre territoire et c'est comme ça qu'on permettra un aménagement du territoire harmonieux dans notre pays. Déduction faite donc des 4089 villes que vous venez de citer et des grandes métropoles, Jacques Pallas finalement doit représenter 15 000 toutes petites communes qui restent en France, hein, à peu près, Jacques. Juste avant de donner la parole à Jacques Pallas, peut-être Marianne Legnaud, puisque je sais que vous avez un autre engagement à 18h précise. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce que vous venez d'entendre ? C'est bon ? On écoute Jacques Pallas ? On écoute Jacques Pallas. Alors, Saint-Georges-sur-Arnon, 650 habitants, je l'ai redit tout à l'heure, toute petite commune, et malgré tout, qui commence dès 2009 avec un premier parc éolien, une extension qui fait du photovoltaïque, un projet de bâtiment à énergie positive sur une friche industrielle, lauréat d'un appel d'offres dans le cadre du plan Hulot pour de l'hydrogène, etc. Finalement, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Pratiquement, oui. En tout cas, bonjour mesdames et messieurs. Oui, je ne sais pas si on a tout, mais en tout cas, je pense qu'en tant qu'élu responsable, on a pris des décisions qui, je crois, on devait prendre, quoi. C'est-à-dire par rapport à la situation climatique et par rapport à tout ce qui a pu être dit depuis ce matin, on a effectivement réfléchi à tout cela et on n'a pas hésité, quoi. On n'a pas hésité et dans notre programme électoral, on continue et on persévérera parce que malgré les difficultés qu'il y a, oui,
on a su le faire. Et partout où je passe, je fais pas mal de conférences où on m'appelle, on me dit toujours, Jacques, comment tu as fait pour faire développer un parc éolien en 4 ans et 8 mois? Donc je me permets de faire simplement quelques rappels, comme on a pas mal de porteurs de projets dans la salle. Il faut d'abord aller voir le maire, il faut aller lui dire bonjour, c'est la première des choses. Parce que si vous ne faites pas ça, vous avez la pagaille. C'est pas compliqué. Il y a ceux qui acceptent, ceux qui n'acceptent pas, ceux qu'on apprend dans la presse, autour du bistrot, tout ça, etc. Donc il faut aller dire bonjour, il faut aller expliquer. Et si on a réussi en 4 ans et 8 mois, c'est qu'on a effectivement associé la population. Mais je tiens à le dire. Rappelez-vous, en janvier 2005, le film de Al Gore, Une vérité qui dérange. Moi, j'étais allé le voir, ça m'avait bouleversé, ça m'avait choqué. Et entre-temps, une entreprise nous téléphone pour dire « Monsieur le maire, on a un projet de parc éolien sur votre commune ». 2005, un projet de parc éolien à Saint-Georges. Et on a fait comme les gamins, on a pianoté sur Internet. Et puis on est allé sur l'accord de Kyoto. Je rappelle, hein, ça faisait des années qu'on disait que le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre, tout ça. Donc on a découvert des choses. Après, il y a eu donc la directive cadre et puis le plan climat. Et on a, si vous voulez, ce que l'on a fait, mais en même temps, comme l'actualité nous donne raison, le parc éolien, si vous voulez, il s'est bâti sur les fameux 3 axes. Il y aura un parc éolien à Saint-Georges-sur-Arnon que si on fait des économies d'énergie, que si on réduit les gaz à effet de serre et que si on développe les énergies renouvelables. C'était janvier 2005. Et on a bâti toute notre politique et nos explications avec le porteur de projet et nous, notre programme, sur cette base-là. Et aujourd'hui, on me donne raison. Donc je crois que ça a été un peu plus facile. Le fric, parce que c'est comme ça qu'on nous traite, hein, capitaliste vert, il est venu après. Mais d'abord, ça a été cela. Parce qu'en janvier 2005, on n'avait pas, le CER, on ne connaît pas, l'AFE, on ne connaissait pas. J'avais adhéré à Amorce Cléo, qui avait quelques références, mais on n'avait rien, quoi. Et aucune éducation, ça a été dit, mais c'est encore vrai aujourd'hui. On n'a pas d'éducation. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Je vais un peu vite. Qu'est-ce qu'on nous apprend? Les nids de poules, le mur du cimetière, un peu le cadastre, mais la transition énergétique, tout ça, etc. Excusez-moi, je suis l'Association des maires de France. Rien, zéro. Alors... peut-être qu'on sait pourquoi, etc. Donc c'est compliqué, voilà. Et donc on a fait à partir du parc éolien, et très vite du parc éolien, on est tombé donc sur la transition écologique dans le territoire. Et donc on a fait 4 installations photovoltaïques, 2 en production, 2 en autoconsommation. Rendez-vous compte, Saint-Georges, producteur d'électricité, c'est incroyable. Donc voilà. Après, on a fait, pour associer les gens, on a développé donc les audits énergétiques pour que les contraindre donc effectivement à isoler leur maison, qu'il y ait plus de confort et la baisse surtout de la facture. Voilà, on a fait du covoiturage, on a fait des transports en commun, les bâtiments, et j'arrête pas de le dire, quoi. Aujourd'hui, lorsqu'on construit ou lorsqu'on rénove, même si la législation nous y pousse, à l'époque, c'était pas tellement le cas. Tout ce qu'on a rénové, tout ce qu'on a bâti, donc c'est effectivement donc économie d'énergie. On a fait une bibliothèque, c'est simple, on l'a agrandi. Toiture végétalisée, mur végétalisé, l'eau c'est l'eau de pluie, chauffe-eau thermique, il y a des petites étiquettes. Et les gens quand ils viennent, quand ils utilisent, ils voient tout ça et ça leur donne des idées. Parce qu'après ils viennent à la mairie, comment on fait, est-ce que vous avez des subventions, tout ça, etc. Voilà ce qu'on a fait. Et c'est avec l'argent, bien entendu, des recettes fiscales. Et puis surtout aussi ce qu'on a fait, on s'est bagarré pour que le centre de maintenance et de gestion de parcs éoliens, donc ça sur la commune de Saint-Georges. Et du coup aujourd'hui, donc c'est un des plus grands centres, hein, il y a quand même 107 machines qui s'entretiennent, c'est quand même important. Donc il y a 24 emplois, plus la sous-traitance, plus les étrangers, tout ça, etc. Donc voilà, ce sont tous ces éléments qui ont fait que l'acceptabilité, l'adaptabilité, etc. Alors après, on nous dit le référendum, tout ça, etc. Écoutez, moi je suis élu depuis 1996, j'attaque, je crois, mon 5e mandat. Écoutez, si l'élection d'une équipe municipale, c'est pas le meilleur référendum, ou alors je comprends plus rien, quoi. Voilà. Et parce que dans le programme électoral, il y avait la transition et il y avait y compris donc l'agrandissement du parc éolien. Rendez-vous compte, 14 plus 9 sur un même territoire. Et là, demain, je rentre parce qu'il y a des porteurs de projets qui en ont encore d'autres. Bon, voilà, une grande commune, ça s'y prête bien, 2300 hectares, 8 sièges d'exploitation, donc vous voyez un peu la dimension, etc. Mais néanmoins, on a osé, voilà. Hein. Voilà. Et la mobilité propre, maintenant, il reste un sujet, là. Alors, la mobilité, oui. Alors, on a le département de l'Indre, je suis dans l'Indre, entre Vierzon et puis Bourges. Je suis originaire du sud-ouest, pour pas qu'il y ait de confusion. Donc, voilà, la Nouvelle-Aquitaine. Et vous l'avez reconnu. Oui, pour la mobilité, si vous voulez, le département de l'Indre, on est vraiment un gros producteur d'énergie renouvelable. Voilà, on a un gros
parcs, beaucoup de photovoltaïques et tout, etc. Et puis, ça a été dit, quoi, quand vous habitez la campagne, effectivement, quoi, on a 2 bagnoles par foyer, donc gros consommateurs et donc gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et on s'est dit, mais et cette électricité-là, on a un poste source que Enedis et RTE nous ont fait, tant mieux. Et donc, ça fuit sur le réseau national, et on avait quelques difficultés. Et donc, il nous est venu donc l'idée de lancer une étude par rapport à l'hydrogène. Hein. Voilà. Et donc, du coup, si vous bien notez, le projet Iber du côté de Châteauroux, on y est dedans, donc avec des autobus, des voitures particulières, avec un électrolyseur, avec du photovoltaïque, enfin, vous connaissez tout ça par cœur. Donc, on est bien engagé donc, là-dessus aussi. Et alors, certainement, qu'on fera une station donc, sur Issoudun. Voilà, ça me paraît très important. Je ne dis pas qu'on y est arrivé, mais voilà. Est-ce que j'ai encore quelques minutes? Oui, est-ce que l'élu a une responsabilité environnementale et climatique sur les épaules pour cette mandature? Est-ce que c'est vraiment le moment et est-ce qu'il a tous les moyens à sa disposition? Moi, je crois que c'est une obligation. Moi, je l'ai dit pendant la campagne électorale municipale. J'ai d'abord incité les jeunes à venir parce que c'est leur siècle, c'est pas le mien. Hein. J'ai 70 ans. Donc je leur ai dit aux jeunes, c'est votre siècle, c'est vous qui allez le vivre, c'est allez quand vous sommez. Donc si vous ne venez pas, je ne vais pas faire votre place. Et moi, je ne sais pas ce que vous voulez. J'exagère un petit peu. Donc j'ai incité. Mais aujourd'hui, je crois qu'en tant qu'élu, on a une responsabilité particulière. Ça a été bien décrit par mes collègues. Mais je vous dis, le nid de poule, c'est fini, quoi. C'est une autre dimension. Rendez-vous compte, il faut 4, 5, 6 ans pour faire un projet. 4, 5, 6 ans, ça peut être trop tard. Donc aujourd'hui, le plus vite possible, les conseils municipaux, les Comcom et compagnie, prendront des décisions sur des projets, tout, etc. Et mieux ce sera. Et donc là, on ne peut pas se détourner, quoi. Vous êtes élus, vous êtes responsables, vous devez animer ce genre de débat. Et vous devez avoir des projets, y compris avec nos populations, bien entendu, sinon on ne le fait pas. Mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple, parce que, alors, bon, la campagne anti fait du mal quand même. Hein. Je veux dire, moi, j'ai fait du rugby, voilà, j'ai le bagou, j'ai l'expérience, un retour d'expérience. Écoutez, je suis là dans des collectivités, moi vous m'excuserez, quand on parle de démocratie, quand on parle d'enquête publique, moi j'ai vu des enquêtes publiques où les citoyens n'ont pas pu aborder l'enquête publique, parce qu'il y avait des associations banques contraires qui étaient là. Moi je me suis vu sortir d'une salle des fêtes, etc., etc. Oui, j'ai vu plein de choses. Il faut voir la brutalité à laquelle nous sommes confrontés. Et pire, il n'y avait pas d'éoliennes. Aujourd'hui, pas de photovoltaïque, pas de méthanisation. Vrai ou pas, on a ce problème-là. Donc je ne sais pas si vous voyez la campagne qu'il faut mener. Et donc là, on a besoin effectivement de toutes les structures, mais aussi, je le crois, fortement, en tout cas, moi je m'y emploie à travers mon retour d'expérience, il faut éduquer nos élus. Quoi. Il faut qu'on les éduque, il faut que les associations nationales nous aident beaucoup plus que ça, il faut qu'ils popularisent, il faut que, voilà, le retour d'expérience de Saint-Georges sera non, et bien voilà, oui, c'est un bon exemple, me semble-t-il. Donc voilà, il faut le dire. Et le progrès social dans tout ça, comment l'administré s'y retrouve? Alors le progrès social, d'abord, avec les éoliennes, rappelez-vous, pour les élus, 2009, fin de la taxe professionnelle et tout, etc. Et donc voilà, je me suis bagarré pour que le parc éolien soit raccordé avant le 31 décembre 2009, pour ne pas bénéficier donc de la réforme, peu importe. Donc c'est pour comprendre. 14 éoliennes, donc j'ai 144 000 euros de recettes fiscales. Ça a été très simple, on a embauché 2 emplois, une secrétaire et puis un gars pour les espaces verts, parce que Natura 2000, tout ça, etc. Et puis le reste, je l'ai investi. Voilà. Donc tout ça, ça a été expliqué. Mais on a surtout aidé les audits. Les audits, par exemple, c'est nous qui les avons payés. On a diminué les impôts, la taxe d'habitation quand elle existait, on l'a diminué de 50%, etc., etc. On a fait, si vous voulez, plein de mesures d'accompagnement. Voilà. Et puis alors après, bon, on a une fleur, on a fait, bon, je vais un peu vite, hein, non, mais on a fait 3 réseaux d'assainissement, 3 stations, bon, voilà, on a enfoui l'éclairage public, on économise 25%. Il faut voir tout ce qu'on a pu faire. Mais attention, on a pu le faire parce que on a demandé aux gens de partager les paysages. Et oui, partager les paysages, c'est avoir des recettes fiscales. Et du coup, ça nous a permis donc d'alimenter et de financer donc nos projets. On n'aurait pas fait ça, excusez-moi, et ce matin je l'ai dit là parce que j'étais dans une télévision, les recettes fiscales pour ma commune, ça représente 38% de mes recettes fiscales. J'aurais pas eu mes éoliennes et un peu de photovoltaïque, hein, j'avais que dalle. Hein. Je fermais. Je me mariais avec notre commune plus pauvre que moi. 2 communes pauvres n'ont jamais fait riche. Bon, voilà, oui, on est confronté à cela. Quoi. Voilà. Et donc, il faut y aller. Il faut y aller. D'abord, c'est un passage obligé. On l'a vu. Alors après, j'insiste, on ne peut pas le faire sans public. Donc, j'interpelle amicalement les porteurs de projets.
faisons attention, allez voir le maire, allez voir le président de la Comcom, allez voir le conseil municipal et essayons, main dans la main, donc de faire ce projet, de le structurer démocratiquement et de lancer la consultation. Moi, me semble-t-il. Voilà. Après, moi, si j'ai encore quelques minutes, je vais vous dire 2 mots. Non, je voudrais que Marielle Nino réagisse parce qu'elle a parce que c'est par rapport aux annonces de Mme Pompili, quoi. Et voilà, donc je partage, ne vous inquiétez pas. 2 minutes, Jacques. Bon, voilà. Mais moi, j'ai participé au schéma hein. régional climat-énergie dans la région centre. On a commencé en 2002. On l'a signé en 2012. Après, il y a eu le Stradet, tout ça, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, ça, c'est ma carte de ma région. Vous voyez, regardez, le zonage, il est fait. On sait où on peut mettre les éoliennes. Qu'est-ce qu'on va faire là encore? On va en faire encore une autre, hein? Ça ne va pas être des confettis, ça va être des mini-confettis encore, parce qu'ils vont prendre les prétextes pour pas... Moi, je dis, voilà, j'ai tendance à dire, ça existe. Faisons un bilan. Et là aussi, je le dis, j'en termine, on a les fameuses commissions départementales des espaces verts. J'y suis dedans. Mais c'est truqué. On n'y arrivera pas. Excusez-moi. Il y a 4 collèges. Moi, il y en a 4, il y a 28 élus, enfin, et représentants associatifs. Celui du préfet, ses services, les associations environnementales, les demeures de France et tout, etc., etc. Il y a 5 élus, mais systématiquement ou quasiment systématiquement, on est battu au niveau du vote. Et pire, quand on a le dossier en CDNPS, monsieur le préfet, c'est pareil partout, je suppose, c'est pas exceptionnel au 36, nous avons son avis d'arrêté, d'autorisation ou pas, du parc éolien. Et jusqu'à présent, ça fait le 6e, c'est un refus d'autorisation de raccorder un parc éolien. Et forcément, quand on a ça, tous les services d'État et puis tous les autres, ils votent contre. Donc, moi, je veux bien encore modifier les choses, mais voilà, je trouve que cette CDNPS, ça ne correspond pas. Le préfet, dans 2 ans, il se casse. Ses services, il s'en va. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Il reste quoi? Il reste que les élus sur le terrain. Donc, je ne sais pas si à un moment donné, mais à mon avis, je voudrais bien aussi que le préfet, moi je m'excuse, il y a une PPE, il y a un certain nombre de choses, il y a le Stradet, le SCRAE, etc. Il y a des objectifs par département. Moi j'aimerais quand même que quelqu'un en nos lieux lui dise à monsieur le préfet, où c'est que vous en êtes dans votre bilan? Pourquoi vous n'êtes pas arrivé? Nous on est à 506 MW d'énergie éolienne, on en est à 237. On ne va pas y arriver, tout est refusé, tout ça, etc. Alors, Jacques, avec les conséquences sur l'emploi et tout. Jacques. Oui. Non mais, Depuis mardi, il y a eu une conférence de presse au ministère de la Transition écologique, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui a dit non seulement le maire, c'est celui qu'on vient voir en premier, et secondo, parmi les 10 mesures, il y a un médiateur de l'éolien qui va être nommé. Ouais. Et donc, s'il y a un projet très litigieux, le maire pourra aller voir ce médiateur de l'éolien. C'est une réponse déjà un petit peu. Écoutez, vite fait, bien fait, mais vous le savez tout ça, c'est vous qui portez les projets. Est-il admissible? Je prends l'exemple de Sassières, ça ne vous dit rien. Mais sur 15 communes qui ont, parce qu'on délibère 6 km à la ronde, qu'on ne nous dise pas que le maire n'est pas consulté, c'est des pipeaux. Enfin, attendez, tous les porteurs de projets ont besoin d'une délibération pour développer leur projet. C'est normal, c'est logique. Voilà. Donc, messieurs, Sassières, sur 15 communes, donc 6 défavorables. Orsène, 15 communes, 14 favorables, 3 défavorables. La Chapelle, 14 sur 18 favorables. Pourquoi on refuse? Pourquoi monsieur le préfet se permet, dans une zone 15, où c'est qu'on a modifié le schéma régional éolien et où c'est qu'on a densifié? Donc vous posez des projets donc, en densification, on nous les refuse. Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment on peut faire? Moi je pose la question. Donc voilà, le rôle du préfet, je vous dis, moi ça ne me convient pas, je vois bien, j'ai l'urticaire, quoi, donc c'est pas possible. Et en même temps, excusez-moi, parce que j'en termine, pardon, madame, pardon, je vais vous donner la parole, mais dans le même temps, on nous demande de présenter des projets dans le cadre du plan de relance, le CRTE et tout, etc. On se creuse la cervelle pour déposer des dossiers, et puis dans le même temps, ils nous refusent des projets. Mais écoutez, moi ce que je vous dis, je fais jouer la calculette, hein, mais quand même. 3 projets de parc éolien quand même de refuser, excusez-moi, c'est 47 millions d'euros d'investissement sur nos territoires ruraux. Moi, je suis désolé. C'est 459 000 euros de recettes fiscales qu'on n'aura pas. Sur 20 ans, ça fait 9 millions. Et je ne parle pas des agriculteurs et tout, etc. Voilà la situation. Et ça, ce n'est plus tenable.
Voilà, parce qu'on est dans une zone 15, c'est la Champagne-Berrichonne, on a de l'espace, il y a déjà des éoliennes, excusez-moi, et puis voilà, pour ceux qui connaissent bien, il n'y en aura pas devant le château de Valençay, il n'y en aura pas dans le parc naturel de la Brenne, il n'y en aura pas dans la vallée Georges Sand, etc. Parce que nous avons défini les zones, un point c'est tout, on ne va pas y revenir. Voilà, je le dis, il y aurait eu la ministre, je lui aurais dit, voilà, et les maires, je la rassurerai, on est consultés. Parce que si le porteur de projet ne vient pas consulter le maire, c'est réglé. Il y a une association en contraire qui s'y met, et puis vous pouvez replier les clics-clacs, hein, vous partez, c'est pas la peine. Et la population est contre. Voilà. Merci, donc, Jacques. Je voulais, voilà, ce que, pardon. Merci, Jacques. Oui, mais j'aurais pu vous parler. On a une CMR parce que. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Merci. Donc, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce matin, le Sénat m'a invité à débattre. Alors, il voulait débattre par téléphone. J'ai refusé. J'ai dit, je viens sur le plateau ou je viens pas. Donc, je suis allé au plateau. Donc j'avais le sénateur Saint-Brieuc, vite fait, et puis j'avais une journaliste. Et tout ce que je viens de vous dire, j'ai pas pu le dire, quoi. On m'a parlé du nucléaire, on m'a parlé du prix des énergies renouvelables, et c'est tout ce que vous savez, quoi. Bon, c'est quand même, hein, franchement. Merci. Non, change pas de micro. Voilà. Marianne Léniaud, réaction. Vous avez envie de venir expérimenter quelque chose à Saint-Georges-sur-Arnon dans l'Indre? Non, changez pas de micro surtout. Sûrement, et surtout que vraiment, je crois qu'on a une très très belle illustration du fait que la transition écologique, c'est d'abord dans les territoires et dans tous les territoires, et grâce à un réseau qui est, comme ça a été dit, plus digital, plus décentralisé et plus moderne que c'est rendu possible. Donc aussi dans des petites villes, dans des petites communes, vous avez cité la commune de Malonnet, nous accompagnons la commune de Malonnet, donc dans le Nord, depuis une dizaine d'années. Le maire a eu le temps, il doit en être à son 3e mandat, et quand on arrive à Malonnet, je vous invite à visiter cette ville, mais comme d'autres, on est très frappé parce que c'est le toit de l'église qui est couvert de PV et qui alimente la mairie qui est juste à côté. Donc on est bien là sur l'autoconsommation collective assez originale. Sur la deuxième partie de l'intervention passionnée de mon voisin, oui, on a des sujets qui méritent que tous les acteurs se mettent autour de la table pour discuter et peut-être revoir certaines conditions. Vous avez évoqué les questions d'acceptabilité et de refus. Il y a aussi des questions qui tiennent par exemple à la file d'attente dans le S3R ENR, dans certains départements où il n'y a pas la ligne à haute tension de RTE et puis il n'y a pas beaucoup de postes sources d'Enedis parce que force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants et où pourtant on est en train de produire massivement du PV avec des projets très importants. Ça suppose peut-être de rediscuter de la gestion de la file d'attente entre les petits projets, les grands projets et le court terme et le moyen terme. Et j'en finirai en disant que ce besoin de parler ensemble et de dialoguer, il est à tous les niveaux. Et nous, dans notre projet d'entreprise, les salariés, et on a retenu cette idée, nous ont dit, alors même que ce n'est pas une obligation pour nous, faites des conseils de parties prenantes locaux. Et c'est ce qu'on est en train de faire, d'installer partout où on en ressent le besoin pour parler du secteur de l'électricité, pour parler du réseau, pour parler de l'électrification des usages, mais aussi pourquoi on va mettre un poste source à tel endroit et pas à tel autre, de créer des conseils de parties prenantes locaux avec les différents acteurs du territoire et d'avoir plus de lieux où on peut se parler et donc se comprendre et confronter des points de vue de manière passionnée, parce que l'énergie, c'est un bien essentiel et donc forcément ça déchaîne les passions. Mais tant mieux parce qu'on en a besoin. Depuis toujours, il paraît que ça a commencé avec La Guerre du Feu, le célèbre film de Jean-Jacques Hano nous rappelle que ça déchaînait déjà les passions pour garder ce feu. Maintenant, il faudrait qu'elle soit décarbonée, hein, bien évidemment. Oui, bien sûr.